nous sommes collectivement engagés pour une vision élargie de co-construction associative autour d'un plan ambitieux et continuer à porter la voix de la démocratie en santé. Renforcer la cohésion et la structuration de notre réseau, revitaliser et amplifier la démocratie en santé, éclairer et transformer les politiques publiques ayant un impact sur la santé. En région Nouvelle-Aquitaine, les équipes doivent s'emparer du plan pour répondre au plus près aux besoins du réseau des usagers et peser sur les décisions territoriales en matière de santé. En Nouvelle-Aquitaine, pour les enjeux et perspectives du partenariat en ETP, la déclinaison de notre projet stratégique 2023-2026 doit nous permettre, ensemble, de réussir et transformer demain en étant tous unis en santé. Ce guide en est la parfaite concrétisation. Et avant qu'il vous soit présenté, permettez-moi de remercier les salariés et les élus des deux organisations Aetna, France Asso Santé, et toutes celles et tous ceux qui ont largement contribué à la rédaction de ce guide. À nous, dès aujourd'hui, de le faire vivre. J'en serai personnellement un des acteurs de ma santé. Nous vous remercions. Merci Patrick. À moi de prendre la parole très rapidement, d'autant que, pour tout vous dire, on est dans les locaux de la CRSA, ici à Bordeaux, et nous travaillons sur un appel à projet de démocratie en santé, et on est pile au milieu de nos préoccupations communes. Je vous rappelle ce qu'est Aetna, qui est une plateforme mixte. Elle est partagée entre tous les acteurs de la santé, les usagers d'un côté, mais usagers, donc pas simplement des malades, mais des personnes sous handicap, des personnes proches des malades, et puis des professionnels de santé, les acteurs de santé de toute nature qui travaillent dans le champ de l'éducation thérapeutique. Cette plateforme est mixte et notre méthode se vérifie évidemment avec France Asso, eh bien, c'est de partager des informations, de travailler de façon collective pour arriver à trouver une synthèse qui réponde aux besoins que vous avez, vous, toutes et tous, en face de moi. Ça, c'est une chose très importante, je voulais souligner. Je voulais vous dire aussi une autre chose, mais on y reviendra peut-être par la suite, c'est que la méthode que nous avions employée pour faire cette boîte à outils, elle est fondée sur les contributions. Évidemment, nous sommes allés chercher des informations scientifiques de bonne aloi sur la question, mais on s'est surtout appuyé sur nombre de contributeurs, soit des gens qui ont amené leur savoir sur la question, soit des gens qui ont relu, et d'une façon générale, c'est un ouvrage collectif. Et nous ne pouvons, Jean d'Aetna ou Jean de France Asso Santé, revendiquer à titre individuel la chose, on le revendique de façon collective. Le troisième point, et je m'arrêterai là, c'est que la boîte à outils, c'est une boîte, et que les outils, ils sont à votre disposition. La question maintenant est de savoir comment on fait pour s'approprier les outils en question, et notez ceci, c'est un premier pas important sur le chemin, mais il y en aura d'autres qui vont suivre. Voilà, je vous remercie de votre attention, et j'espère que le sujet va vous intéresser, j'en suis persuadé. Merci beaucoup. Merci Patrick, merci Michel. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet, tout simplement en vous posant dès le départ un petit peu le cadre de ce qu'est l'ETP, puisque dans l'assistance, il y a des experts en ETP, aussi bien professionnels que usagers, partenaires en ETP, mais il y a également des personnes qui souhaitent se renseigner sur cette démarche et pourquoi pas s'y engager. Alors, simplement une petite définition de ce qu'est l'éducation thérapeutique du patient, c'est un processus d'apprentissage qui vient en complément du soin et qui est centré sur le patient à partir de ses besoins. Un programme d'ETP comprend des activités organisées avec de l'information, de l'apprentissage et le développement de compétences psychosociales qui permettent à un patient, une personne atteinte d'une maladie chronique de mieux vivre au quotidien sa pathologie.
Elle est dispensée gratuitement par une équipe pluridisciplinaire et elle peut avoir lieu en établissement de santé, dans 80% des cas aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, mais également en ville, dans des maisons de santé pluridisciplinaires par exemple, et également des associations peuvent porter des programmes d'éducation thérapeutique. Vous verrez dans le guide beaucoup d'informations sur ce qu'est le TP dans son détail. Chose importante, pourquoi est-ce qu'on a monté ce guide? Parce qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, il y a 430 programmes dans la région. Et selon les remontées du terrain, à l'occasion du bilan annuel d'activité, seulement 25% des programmes disent collaborer avec un usager partenaire. Il faut savoir que l'Agence régionale de santé a fixé, dans le cadre de son schéma régional, un objectif ambitieux d'atteindre 100% des programmes qui collaborent avec un usager d'ici 2028. Alors effectivement, la marge de progression est grande et on espère que ce guide permettra de contribuer à la mise en place de coopération. Je passe la parole maintenant à Géraldine pour nous indiquer comment est-ce qu'on a construit ce guide. Géraldine, c'est à toi. Alors, je reviens un peu en arrière. Si j'y arrive. Voilà. Donc, ce document, ce guide de l'engagement de l'usager partenaire en éducation thérapeutique est parti de 3 éléments principaux dans la construction et dans la co-construction entre la plateforme d'éducation thérapeutique Aetna et France Asso Santé. D'abord, on est parti d'une enquête exploratoire en direction des associations d'usagers et des patients partenaires pour voir un peu la façon dont l'engagement était organisé dans le cadre de la participation à des programmes d'éducation thérapeutique. Ceci a été fait en plus dans un contexte particulier qui était assez contraint puisque nous l'avions lancé au moment de la crise Covid et que ce soit du côté des associations ou que ce soit du côté des patients partenaires, il y avait une forte demande justement aussi à ce niveau-là. Donc ça nous a quand même beaucoup aidé aussi dans l'exploitation de ces résultats et de voir quels étaient les réels besoins à ce niveau. Ensuite, donc, cela nous a amené donc à pouvoir travailler sur la mise en œuvre de groupes de travail. 3 ont été organisés, donc copilotés par France Asso Santé et Aetna, mixant à la fois donc des opérateurs de programme, des patients experts, des associations d'usagers, des professionnels de santé pour justement un peu voir comment et en quoi nous allions pouvoir engager la démarche pour favoriser justement l'engagement des usagers partenaires aux besoins justement de l'ETP, quel que soit le niveau et l'organisation. Et puis ensuite, nous avons poursuivi donc la démarche pour nous assurer surtout que ce que nous mettions en place dans les groupes de travail nous donnait lieu donc à des séminaires d'usage et répondait bien aux exigences et aux attendus donc des utilisateurs de demain. Et donc c'est la raison pour laquelle donc la façon dont nous avons travaillé nous a permis de pouvoir structurer un guide en 3 volets dans lesquels on peut retrouver les fondamentaux de l'éducation thérapeutique, les fondamentaux du partenariat, pardon, les principes de l'éducation thérapeutique et puis donc ce dont a parlé tout à l'heure Michel Chapeau, c'est-à-dire aussi quelque chose qui soit vraiment pratique à l'usage et pour tous. Et ça, c'était vraiment le prérequis de notre travail collectif entre Aetna et France Asso Santé. Au total, donc c'est plus de 55 personnes qui ont participé à la construction et ce pendant pratiquement 3 ans de travail pour justement arriver au résultat que vous allez voir maintenant. Hop. Je passe à la diapo suivante concernant la mise en situation. Donc, la façon dont nous avons travaillé, c'est que les questions
directrices qui nous ont vraiment orientés dans notre action a été de se dire quels sont les besoins pour engager un usager donc, dans un programme d'éducation thérapeutique en fonction de qui on était, puisque la posture n'est pas pareille que l'on soit donc un usager, un opérateur du programme ou un professionnel de santé, bien évidemment également en fonction de là où il en est dans sa connaissance et dans sa maturité de fonctionnement sur de l'éducation thérapeutique. Donc là aussi, ça a été la deuxième grande question qui nous a vraiment accompagnés tout au long de ce travail, de se dire, bah voilà, quels sont les besoins quand on est au démarrage, quand on crée un programme, quand on va travailler sur l'élaboration de ce programme et quand on en est à sa démarche d'évaluation. Et puis en fonction également de son niveau d'implication, là encore, quand on est totalement novice, quand on est un peu plus éclairé sur ce qu'est la démarche d'éducation thérapeutique et puis aussi en fonction du niveau d'engagement et du temps qu'on veut accorder également à cela. Donc ça a été vraiment les éléments qui nous ont portés tout au long de ces 3 années de travail. Et donc, ce qu'on voulait, c'était vraiment qu'on puisse intégrer cette notion d'engagement au sens vraiment de trajectoire d'activité, à se dire, bah voilà, en fonction de ce que l'on veut donner à l'éducation thérapeutique, qu'on puisse y trouver la ressource et la réponse utile à chaque moment et que surtout, donc, ce qui est dit dans ces guides, dans ces supports à un moment donné, puisse être évolutif en fonction justement de son avancée dans l'éducation thérapeutique. Et donc, on a vraiment abordé cette démarche d'engagement en termes vraiment de processus en tenant compte du niveau de maturité et surtout, là encore, en croisant les regards, en se disant quels sont les besoins d'un opérateur, quels sont les besoins d'un professionnel qui veut se lancer ou quels sont les besoins également d'une association ou d'un usager qui veut également collaborer pour entrer justement en partenariat. Donc ça a été vraiment la façon dont on a systématiquement cherché à travers les 3 niveaux, que ce soit depuis l'enquête exploratoire, les groupes de travail et les séminaires d'usage, pour à chaque fois vérifier que ces 3 éléments-là étaient bien donc alignés pour répondre vraiment à vos besoins, aux besoins quotidiens. Hop. Mince. Tu continues, Alexia? Oui, tout à fait. Vous allez voir donc la réalisation maintenant de ce travail. Je voulais dire quand même un petit mot de remerciement pour Xavier Moron, le graphiste, et Séverine Huguet, notre chargée de communication, qui ont mis en forme, en image, ce produit que vous voyez à l'écran. Alors, on va vous passer un petit film qui va présenter les grandes parties du guide et nous pourrons éventuellement aller naviguer sur le site internet en prenant peut-être quelques exemples précis. Géraldine, est-ce que tu peux lancer la petite vidéo en espérant évidemment que le son fonctionne chez tout le monde?
Voilà la présentation. Là. Ah. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Super. Donc, voilà, ça c'était un petit clip qui présente le guide et qui a pour vocation à être diffusé largement autour de vous. Donc, on vous transmettra, si vous le souhaitez, le lien vers cette petite vidéo pour que vous puissiez le transmettre, encore une fois, autour de vous. On en parlera plus en détail en suivant. Je voulais tout de même vous faire une petite démonstration très concrète du guide. Donc, vous pouvez le retrouver soit sur le site internet de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine ou bien sur le site d'Etna.net. Et une fois que vous serez sur nos sites respectifs, vous pourrez cliquer sur le lien pour ouvrir le mini-site dédié au guide. Et vous voyez qu'il se compose de 3 parties. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'ETP, vous pourrez découvrir les définitions, voir des petites vidéos qui expliquent ce qu'est la démarche ETP. Vous trouverez également des informations sur les grands principes et les valeurs de l'ETP, ainsi que la frise chronologique des moments forts de l'implantation de l'éducation thérapeutique dans le système de soins et le système de prévention en France. Ça, c'était pour la première partie et qui s'adresse plutôt aux néophytes de la chose. La deuxième partie va plutôt parler, donc, comme il a été dit dans la vidéo, de la place de l'usager partenaire en démarche ETP. Et donc, là, vous pourrez voir qu'en fait, tous les usagers du système de santé peuvent devenir partenaires d'un programme d'ETP. On a souhaité redonner un petit peu quelques repères dans le temps de la démocratie en santé. La démocratie en santé, c'est le fait que aussi bien les usagers que les professionnels de santé ou du médico-social d'ailleurs collaborent ensemble pour améliorer en fait la qualité des soins, la qualité de l'accompagnement, la qualité de la prévention et en l'occurrence la qualité de l'éducation thérapeutique. Vous pouvez également voir tous les intérêts et les bénéfices de collaborer ensemble et du point de vue de chacun. Par exemple, évidemment, pour l'usager partenaire lui-même, s'engager en ETP, c'est pouvoir donner aussi du sens à son parcours et de pouvoir partager son savoir expérientiel. Évidemment, pour un professionnel de santé, collaborer avec un usager partenaire, c'est redonner du sens à son travail, le revoir sous un angle plus pratique et favoriser l'alliance thérapeutique. Et évidemment, pour un patient qui peut avoir une intervention en binôme d'un professionnel et d'un usager partenaire, cela permet de faciliter l'acceptation de la maladie et surtout de favoriser la parole, d'ouvrir et d'oser poser les questions et prendre des informations qui leur sont vraiment utiles. Vous trouverez encore une fois tous les éléments qui permettent de pouvoir définir ce qu'on peut attendre de cette collaboration entre un professionnel et un usager partenaire, quelles sont les compétences ou les qualités attendues et qu'on peut avoir dès le départ ou qui peuvent s'acquérir avec l'expérience ou avec des formations. Je pense que la partie qui va vous intéresser plus particulièrement, c'est la partie donc de l'engagement d'un usager partenaire en ETP. On a créé des fiches qui permettent, par exemple, si vous souhaitez devenir éducateur thérapeutique, quels sont les attendus d'un éducateur thérapeutique quand on est un usager. Donc, vous avez les conditions requises, les savoir-faire, les savoir-être attendus, ainsi que les modalités, comment est-ce qu'on peut être recruté, comment est-ce que l'on peut les points de la coopération du contrat avec des professionnels. Vous retrouvez
du coup, la déclinaison de chacune des missions possibles sous format de fiches. Et le cœur de notre travail a été de pouvoir formaliser des fiches très pratiques. Alors, selon ce cheminement que vous voyez, cela dit, les choses peuvent se faire évidemment dans le désordre, hein, c'est vous qui allez vous approprier le guide, mais d'une manière générale, vous trouverez là des fiches basées toujours sur le même fonctionnement, c'est-à-dire si je veux recruter un usager partenaire en tant que professionnel, eh bien, où est-ce que je peux les trouver? Quels vont être les points d'attention à mettre en avant pour pouvoir lancer mon recrutement? Vous allez trouver également une grille d'auto-positionnement pour pouvoir réfléchir ensemble entre professionnels et usagers des attendus de chacun pour qu'en fait les attentes puissent se retrouver et partir sur des objectifs communs. L'intérêt de cette grille, c'est que vous pouvez vous questionner au démarrage de la collaboration, mais également la réutiliser à distance pour voir si ce qui a été convenu au départ de la collaboration convient toujours aux deux parties, et puis s'il peut y avoir peut-être des évolutions dans les souhaits qu'un usager peut avoir dans son engagement. Au départ, peut-être qu'il s'attachera à vouloir témoigner de son parcours, et puis avec un peu d'expérience et de recul, l'idée de co-animer, voire de participer à l'évaluation d'un programme se fera jour. Et donc, encore une fois, le rôle que l'on attribue à une personne peut tout à fait évoluer dans le temps, encore une fois en fonction des envies et des besoins et des compétences acquises au fur et à mesure. Vous trouverez, et certains d'entre vous l'ont posé comme question à l'occasion de leur inscription à cette visioconférence, une fiche sur le financement de la formation en ETP. La formation de base concerne les 40 heures en ETP. Sachez qu'il peut y avoir effectivement des solutions pour vous permettre de la financer et pouvoir vous engager avec toutes les billes et les compétences requises dans cette démarche d'éducation thérapeutique. Voilà. On a souhaité, une fois que la personne débute sa collaboration, on a souhaité également aller un peu plus loin et réfléchir à comment est-ce qu'on va intégrer évidemment cette personne, mais comment est-ce qu'on va la pérenniser, le partenariat. Et sur cette fiche, vous trouverez quelques bons conseils, voilà, qui va arriver là, quelques bons conseils pour notamment penser au après. Une fois qu'on a débuté la collaboration, que fait-on? Penser à avoir des temps d'échange réguliers, pouvoir faire en sorte que l'usager partenaire rencontre l'ensemble des membres de l'équipe, que la question des objectifs est bien convenue dans le cadre d'une convention. Voilà. Donc, vous trouverez tout un tas de conseils. Peut-être que vous nous ferez remonter à l'occasion des informations qui pourraient manquer sur ces fiches. Et c'est bien l'intérêt que nous disait Géraldine d'avoir un format de mini-site, puisque ça peut tout à fait être évolutif et on pourra y ajouter des nouvelles informations en fonction des remontées du terrain. Voilà. Un point également très pratique, la plateforme Etna, avec d'ailleurs le soutien de France Asso, a lancé un collectif santé qui réunit des usagers partenaires de projets de santé en général. Donc, pas que ETP, mais ça peut être des patients engagés dans la formation, dans l'accompagnement du malade, dans la représentation des usagers. Et donc, ce collectif a pour vocation de réunir les gens pour pouvoir être visibles grâce à une CVTech, mais également aura pour but de pouvoir proposer des temps d'échange et de pratique entre les usagers partenaires, alors en fonction un petit peu des différents projets qu'ils mènent. En tous les cas, l'idée, c'est de pouvoir apporter un soutien un peu général et puis de pouvoir réorienter ensuite les personnes intéressées par du partenariat en santé auprès des différents organismes en fonction des spécificités de chaque organisme. Par exemple, la représentation des usagers, on pourra orienter vers France Asso Santé. Le TP, on orientera vers Etna.
Voilà. Et donc là, vous voyez le site avec les différents onglets et notamment la CVTech. Donc, on invite tous les usagers partenaires qui soient déjà impliqués ou qui souhaiteraient le devenir à pouvoir rejoindre ce collectif. Et si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de laisser un CV selon un formulaire type. Et donc, voilà, qui permet d'indiquer eh bien, que Ghislaine, elle peut travailler à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine sur des aires thérapeutiques de prédilection. Et ce qui permet à des professionnels qui cherchent des compétences dans ce domaine de pouvoir la contacter directement par mail. Donc, encore une fois, au sein de ce guide, pour faire de l'ETP, vous pourrez trouver des ressources très pratiques pour vous aider à la mise en œuvre. La dernière partie du guide concerne des outils sur l'animation d'une intervention en ETP. En tant que patient partenaire, quels sont les points de vigilance à avoir, les conseils de base, les repères pratiques. Sur l'animation, sur le choix d'un outil, avec là encore des ressources vers lesquelles vous pourrez vous reporter. Et puis de plus en plus, évidemment, la place du numérique et des actions en distanciel en ETP, comme ici. La dernière partie du guide, et non des moindres, concerne les ressources utiles que vous trouverez là et vers lesquelles vous pourrez du coup aller creuser si ça vous intéresse, notamment, pourquoi pas, donc, sur notre site, Plateforme Etna, donc, qui est vraiment spécifiquement dédié à l'ETP. On a des collègues partout en France, des homologues à Etna qui travaillent dans ce domaine. Voilà. Vous avez l'Université des patients, la Sorbonne, et bien entendu France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine qui pourra également vous orienter. Voilà pour vous présenter un petit peu en détail et j'espère que cette présentation vous aura permis peut-être de voir des éléments qui vous teintent aux oreilles et qui pourront vous intéresser. Voilà pour cette présentation un petit peu guidée. Je termine mon partage d'écran et je laisse la parole à Géraldine pour la dernière partie de la présentation. La dernière partie, alors attendez, hop, il faut que je me mette là. Je vais repartager moi aussi. Hop. Je repartage, je me mets là, voilà. Donc le principe, comme vous l'a dit Alexia, c'est que l'ensemble du travail que nous avons réalisé depuis 3 ans, donc vous avez vu, c'est une communauté relativement importante. L'objectif, c'est que maintenant, on vous cède ce travail et que surtout, vous deveniez vous-même ambassadeur à l'ensemble de ces supports qui ont été présentés, que ce soit à travers le mini-guide, sachant que vous avez pu voir donc l'ensemble des éléments qui ont été présentés sur le mini-site sont également téléchargeables, soit en version complète, c'est-à-dire que les 3 guides peuvent être téléchargés en l'état, mais également donc les fiches qui ont été présentées, les fiches pratiques peuvent également être téléchargeables en fonction de vos besoins. Donc vraiment, on a essayé de travailler sur un système de tiroir et comme donc l'a dit Michel, on est vraiment sur un schéma de boîte à outils, c'est-à-dire essayer d'utiliser le bon outil au moment où vous en avez besoin. Donc voilà, ce n'est pas du clé en main, mais c'est en tout cas vraiment un espace dans lequel l'objectif, c'est que vous puissiez retrouver la ressource dont vous avez besoin au moment propice et en fonction également de l'échange dans lequel vous vous trouvez. Donc, l'objectif, c'est que derrière, vous puissiez à votre tour maintenant faire l'information et la promotion et le partage de cette boîte à outils. Bien sûr, en parlant, en devenant ambassadeur pour en discuter et en parler, quel que soit le lieu dans lequel vous travaillez ou vous œuvrez,
Bien sûr, ça peut être dans une dimension professionnelle auprès des collègues de travail, des directions avec lesquelles vous êtes amené à collaborer, des éducateurs, des animateurs de santé publique, mais aussi des usagers partenaires, des représentants des usagers, que ce soit bien sûr des structures, des partenaires, des présidents d'associations, des bénéficiaires eux-mêmes d'éducation, puisque, bon, vous l'avez bien compris, ce n'est pas des outils qui sont pour les bénéficiaires en tant que tels, mais vraiment dans le cadre de la coopération et de la collaboration des usagers avec les professionnels de santé pour co-construire ensemble l'éducation thérapeutique de demain. Donc vraiment, on est dans ce cadre-là. Et bien sûr, comment en parler? Donc, bon, vous avez vu, il y a à la fois la capsule vidéo générique qui vous a été présentée, il y a les tutoriels de navigation, mais il y a également donc la possibilité, vous allez le voir, de pouvoir avoir accès à des témoignages, puisque comme on l'a dit, en fonction du profil de ce sur quoi on veut collaborer, ce sur quoi on veut s'engager en tant qu'usager partenaire, si l'on veut être témoin, éducateur, formateur, etc., il y a pour chacun et dans tout le mini-site la possibilité d'aller accéder à des témoignages et qui sont des vrais témoignages des contributeurs eux-mêmes qui ont été expérimentateurs et qui nous ont livré vraiment leur ressenti, leur retour d'expérience en fonction de leur engagement. Donc tous ces petites vidéos ont été, donc ça a été mis en vidéo et pour chaque profil, il y a aussi donc des capsules vidéo qui correspondent donc justement à la manière dont on veut collaborer. Bien sûr, la possibilité derrière de pouvoir valoriser l'ensemble donc des kits et de toute cette production donc sur vos sites internet respectifs, de témoigner de l'utilisation complète bien sûr et concrète de ce guide, donc que ce soit sur l'une ou toutes les parties, en vous appuyant justement sur les fiches pratiques. Et puis bien sûr, utiliser toutes les perspectives qui vous sont offertes d'un point de vue opportunité pour justement valoriser ce travail autour d'événements, qu'ils soient internes, externes, de promotion, pour les associations lors d'assemblées générales, de conseils d'administration, de réunions de travail ou de réunions de service, de sessions de formation. C'était bien évidemment l'occasion de pouvoir aussi utiliser cette ressource comme une ressource pédagogique lors des formations, d'actions de sensibilisation, et puis bien sûr avec l'ensemble des partenaires avec lesquels vous pourriez être amené justement à discuter et à échanger sur toutes les dimensions de l'éducation thérapeutique. Voilà, donc là, le panel est extrêmement large. Donc, l'objectif, c'est qu'on vous remette des guides, ces outils pratiques à disposition pour que maintenant, vous puissiez vous en saisir vous-même et être vous-même donc des ambassadeurs de ce travail pour pouvoir poursuivre le chemin et faire en sorte que ce partenariat autour de l'éducation thérapeutique devienne une réalité concrète, pérenne et active et proactive. Voilà. Eh bien, c'est super, on a déjà des réactions. Je vous en prie, Florence, si vous pouvez prendre la parole en décochant votre micro. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je suis en région toulousaine. Est-ce qu'il existe l'équivalent en région Occitanie? Alors, en région Occitanie, vous avez COPS Santé, qui sont d'ailleurs cités en ressources sur le guide, qui travaille autour du partenariat en santé. Maintenant, ce guide, il a été créé en Nouvelle-Aquitaine, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser dans toutes les régions de France. D'ailleurs, nous avons invité tout notre réseau national à faire connaître ce guide. Ok, merci. Oui, je suis déjà en contact avec le partenariat en santé.org. Donc, ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Olivier, si vous voulez prendre la parole. Bonjour. Olivier Navaza, je suis directeur des ressources humaines du centre hospitalier des Pyrénées à Pau. J'aurais une question dont la réponse figure peut-être dans le guide. C'est sur le régime juridique de l'usager partenaire. Si j'ai bien compris votre présentation, et je vous remercie, c'était très clair, il faut faire un contrat avec cette personne. Donc, est-ce que ce contrat est bien un contrat de travail, premièrement?
Deuxièmement, si c'est un contrat de travail, est-ce qu'il y a des références pour le niveau de rémunération? Dans la mesure où il n'y a pas de grille de la fonction publique là-dessus qui peuvent nous éclairer peut-être, et avec potentiellement des niveaux de recrutement différents entre chaque établissement. Et puis, est-ce qu'il y a des financements pour favoriser ces recrutements? Voilà. Donc moi, j'ai plutôt une question très juridique, mais qui peut être un élément clé pour développer ce type de projet. On a une équipe de TP dynamique qui souhaite s'inscrire là-dedans, et donc voilà, j'aurais besoin de votre regard pour voir comment les accompagner efficacement au niveau administratif. Voilà. Je vous remercie. Alors, je trouve ça super que ça soit un professionnel qui pose cette question-là. Et je vais laisser Michel y répondre parce que il a tout à fait l'habitude d'y répondre. Voilà. J'ai 4 heures de temps, Olivier, à vous consacrer sans difficulté. En réalité, la question que vous posez, évidemment, elle est absolument essentielle. Il n'y a pas de solution toute faite. Il y a des patients partenaires qui vont témoigner et qui demanderont sans doute uniquement le remboursement de certains frais. Il y en a d'autres qui vont s'installer en auto-entrepreneur, qui vont faire du conseil et qui vont facturer des honoraires. Et puis, nous avons également dans cette région des personnes, et j'en ai cru voir passer une ou deux là à l'écran, qui sont des salariés. Et en réalité, tout dépend du type de mission que vous allez demander, le niveau de formation exigé, l'intervention. Voilà. En fait, le raisonnement, il est à partir du terrain. C'est-à-dire, il y a autour de vous tout un tas de personnes. Alors, je parle avec, avec certitude. Vous avez des partenaires possibles dans le Béarn, clairement, et des gens qui souhaitent travailler avec vous. Et au fond, c'est ça le problème. C'est tout. Et notre boulot à nous, c'est de vous mettre en correspondance. Mais derrière, la boîte à outils dont je parlais vous permet de trouver les solutions. Alors j'insiste sur un point quand même, hein, c'est que cette boîte à outils, eh ben, elle n'a pas fini de se remplir d'outils. C'est ça l'histoire. Encore une fois, parce que aujourd'hui, rien n'existe. Vous avez dit à juste titre qu'il n'y a pas de référence par rapport au code du travail pour les structures privées, par rapport à la fonction publique, etc. Vous n'avez pas de guide. Il n'y a rien du tout. Il y a une jurisprudence. Chacun fait sa jurisprudence. Et si vous avez besoin d'un coup de main, eh ben, on est là pour ça, tout simplement. Voilà. J'espère avoir répondu largement à la question. Oui, merci. Meryl, vous pouvez prendre la parole. Bonjour à tous, merci pour votre présentation. Donc voilà, moi je suis totalement novice dans le domaine de l'ETP, à savoir que j'ai été il y a quelques temps usagée de l'ETP suite à la déclaration d'une maladie longue durée qui est stabilisée aujourd'hui, et assistante sociale de formation, résidente en Lot-et-Garonne, je souhaiterais envisager une reconversion professionnelle. Et à ce titre, on m'a conseillé de venir à cette conférence et de me renseigner sur les usages et partenaires, et j'en apprends beaucoup aujourd'hui. Ma question est la suivante. Effectivement, il y a une espèce de trou juridique un petit peu au niveau du statut. Alors, c'est un petit peu inquiétant pour moi, effectivement, d'envisager de m'engager dans cette voie. Et on m'a parlé des médiateurs en santé pair avec une licence professionnelle sur Bordeaux qui permettait d'avoir une qualification. Et voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez, si c'était quelque chose qui se développait ou pas, et si ça avait une incidence dans le cadre du statut des usagers partenaires ou des futurs usagers partenaires à l'avenir. Michel, tu veux y répondre? J'ai quelques éléments, mais… Alors, la première réponse, elle est simple. Vous avez une correspondante dans Lot-et-Garonne qui, par ailleurs, est administratrice de la plateforme, qui s'appelle Catherine Perrault. Je pense elle écoute. Donc ça, c'est une première interlocuteur possible, bien entendu. Sur la notion de médiateur santé pair, c'est une avancée du secteur psychiatrique. Voilà, on peut dire les choses comme ça. Ils ont avancé. Il faut savoir qu'historiquement, l'éducation thérapeutique, ça s'est d'abord développé à partir, grosso modo, de la libération de la parole
c'est les personnes qui souffrent de problèmes mentaux, il faut être très clair. Historiquement, c'est là que ça s'est passé, et ça s'est passé également chez les diabétiques. Et le secteur psychiatrique s'est organisé plus rapidement que dans d'autres secteurs, à telle enseigne que donc on se retrouve avec ce statut de médiateur santé pair qui est associé avec cette formation, cette licence pro à Bordeaux. La question que je pose, elle est très très simple, et ne répondez surtout pas, c'est quel type de pathologie vous souffrez, avec qui vous pouvez collaborer. Vous voyez, c'est à partir de cette analyse de situation que vous avez, avec l'aide sans doute de Catherine, puisque c'est son boulot de vous aider par rapport à ça, de trouver la bonne solution. Mais il n'est pas dit que vous soyez éligible au médiateur de santé pair. Il y a d'autres solutions qui sont possibles. Mais je répète, c'est d'abord une affaire de terrain. Là où vous êtes, à côté de chez vous, avec qui vous pouvez travailler, et derrière, vous développez une solution adaptée. Et c'est pour ça que ça n'est qu'une boîte à outils. La boîte à outils est là pour aider les acteurs de terrain. Ai-je répondu? Oui, tout à fait, je vous remercie. J'ai bien noté. Je vous en prie. Dans la conversation, Catherine vous a mis son numéro de téléphone, donc vous pourrez aller voir. Ah, c'est super, merci beaucoup. Voilà. Alors, je crois qu'il y a Anne Berriot qui est là, c'est ça. Oui, bonjour, attendez, je remets ma caméra également. Alors, bonjour à tout le monde. Je rebondis un peu sur Meryl, qui est dans une situation visiblement similaire à la mienne, dans le cas d'une reconversion. Je suis à Paris, en région parisienne, dans le 78. J'ai déjà rejoint l'Union francophone des patients partenaires. Et j'ai déjà été formée au niveau 1 pour être patient partenaire. Donc, il y a des solutions qui existent en région, mais on a quand même ce sentiment un peu d'être seul face à sa maladie. Et même si je fais partie de cette association-là, pour envisager cette reconversion, j'ai du mal à savoir vers qui me retourner pour faire éventuellement une formation en ETP ou faire une formation plus diplômante à l'université. Par l'UPEC, il y a une formation qui est proposée également. Je ne sais pas si vous en avez entendu sur la démocratie en santé. Parce que derrière, on ne sait pas vers quoi on va aboutir pour cette reconversion et si on va pouvoir trouver demain un travail qui soit partiellement ou totalement rémunéré en fonction des pathologies chroniques qu'on porte. Donc, si sur Paris, vous avez quelqu'un qui puisse m'aider dans cette reconversion à faire un petit bilan de qui suis-je, où vais-je, pourquoi, je serais très partante même de communiquer ces informations à une association à laquelle je participe également, où je suis membre. Voilà. Je ne sais pas si ma demande est claire. Absolument. Alexia, je ne me souviens plus du titre exact du pôle ETP d'Île-de-France, il existe évidemment. Là, je vous renvoie directement vers nos collègues. C'est une plateforme régionale comme la nôtre qui a une vocation à la diffusion de l'information et aux liens et qui en plus fait de la formation. Donc, je vous renvoie directement chez eux. Je vous renvoie également à l'UFPP que je connais bien, qui également peuvent sans doute vous aider par rapport à ça. Je ne vais pas plus loin que ça, mais vous voyez bien que le problème, il est d'une nature équivalente à celle de Meryl, quoi. Et je répète, on a assemblé les outils dans la caisse. D'accord. Et on n'a pas fini de les rassembler. Mais en réalité, et nous sommes bien dans l'éducation thérapeutique, c'est une affaire de personnes. Quand vous évoquez la question de l'isolement, c'est pour ça qu'on souhaite structurer cette offre que vous présentez de façon à ce que les gens se rencontrent et croisent leurs expériences. Vous voyez, le collectif en santé vaut pour la Nouvelle-Aquitaine, bien entendu, mais d'une façon générale, l'idée, c'est d'aller collectivement, parce qu'en réalité, vos problèmes, ils sont toujours les mêmes, pas toujours les mêmes, mais avec énormément de points de similitude, et une adaptation nécessaire par rapport à la problématique de la pathologie, de l'endroit où vous êtes, des structures possibles, etc., etc. J'ai juste une remarque à vous faire. Je crois une chose, c'est qu'en éducation thérapeutique, l'expérience est absolument essentielle. On est d'abord des gens qui avons l'expérience de la vie avec la pathologie,
Et puis, il faut avoir les 40 heures, c'est passe ton bac d'abord. Mais en définitive, c'est avec l'expérience que vous progressez. Donc, personnellement, je dis que faites le lien avec les professionnels sur des programmes qui sont dédiés à ce qui vous concerne, et puis ensuite construisez votre chemin. La formation n'est pas une fin en soi. C'est d'abord le contact avec le bénéficiaire qui compte. C'est d'abord l'expérience que vous avez sur un programme. Vous voyez, le raisonnement, il vaut ce qu'il vaut, et il mérite discussion, bien entendu, mais c'est à peu près comme ça, à mon avis, que personnellement, je vois les choses, en tout cas. Ouais, il faut déjà faire face à la maladie, se reconstruire et en parallèle envisager des solutions d'une reconversion viable. Voilà. Avec les maladies que les uns et les autres croisent. Et l'avantage de l'Union francophone des patients partenaires, c'est que ce n'est pas une seule maladie, elle est plurimaladie. Donc, on se rend compte chacun avec des pathologies différentes. Totalement. Vous trouverez, je pense que mon partage d'écran fonctionne. Donc, c'est le pôle ETP Île-de-France. Donc, peut-être voir de ce côté-là. Et puis, surtout, j'attire l'attention de tous ceux qui souhaitent avoir une rétribution sur leur activité. Un travail hyper intéressant du pôle ETP Bretagne. Donc, ça doit être ce qui apparaît sur l'écran, là, sur le cumul d'activités avec les allocations que vous pouvez percevoir quand on est malade, atteint d'une maladie chronique. Donc, vous retrouvez pas mal de ressources, encore une fois, sur notamment le site Aetna, partie ressources. Voilà. Il y avait, je crois, donc encore des mains levées. Séverine, Cathy, dans l'ordre, et ensuite Yvette. Séverine Blanc. Il y avait Brigitte d'abord. Ah oui, pardon, Brigitte, pardon. Brigitte d'abord. Ton micro, Brigitte. Non. Faut que tu ouvres ton micro. On ne peut pas pour toi. Ou tu fais désactiver tous les micros. Peut-être Séverine en attendant, parce qu'on n'entend pas Brigitte. Séverine. Oui, bonjour, merci. En fait, je voulais juste faire deux petites réactions par rapport à ce qui s'est dit. Donc, moi, je suis présidente de l'AFDET. Ça fait bientôt 8 ans que je suis engagée dans le partenariat patient et notamment aussi en ETP. Ce que je voulais, j'étais inquiète dans ce que j'entendais parce qu'effectivement, j'entends des personnes qui sont dans une reconversion professionnelle par rapport au partenariat et à l'ETP. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que de manière, on a, nous, une vision nationale, puisqu'on accompagne des équipes au niveau du national. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de statut, il n'y a rien qui est écrit, en tout cas, en tant que profession, usager partenaire, c'est en ETP. Donc, c'est vrai qu'en fait, c'est pas évident. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai entendu tout à l'heure un monsieur de la DRH de Pau. En fait, il y a des centres hospitaliers en France, un peu de partout, qui font des conventions. Et il y a aussi les ARS, en fait. Donc, si j'ai bien entendu avec votre guide, c'est pour votre région. Mais en fait, en fonction de la région où on est, on peut avoir aussi beaucoup de renseignements sur l'ARS. Je voulais aussi vous demander, en fait, j'ai vu que vous aviez, en fait, il y a la plateforme CAPS, CAPS qui a fait aussi une boîte à outils sur la collaboration, en fait, et l'engagement. En fait, une des différences, c'est que votre guide, c'est vraiment plus pour ce qui se passe dans votre région, ou vous avez aussi pris en compte ce qui avait été fait par CAPS par rapport à la boîte à outils. Je vais répondre. CAPS fait partie des ressources qu'on a citées dans le J'ai guide. vu.
Donc, ça permet de renvoyer vers. Et beaucoup des informations qui sont citées dans le guide sont des informations, on va dire, qui sont de l'ordre du socle commun, avec parfois, en termes de ressources spécifiques, évidemment, des particularités dans notre région, avec lesquelles on peut d'ailleurs parfois trouver des parallèles, des pendants ailleurs. Mais voilà, c'est un peu un mixte des deux, hein. Vous retrouvez du général et des spécificités, évidemment, comme vous le relevez, Séverine, en fonction notamment, effectivement, de certaines politiques d'ARS ou de structures comme les nôtres. Vous avez un homologue d'ETNA dans chaque région de France, donc un pôle régional ETP. On n'a pas voulu, pour continuer sur ce que dit Alexia, non plus être, je dirais, les irréductibles gaulois avec simplement la vision néo-aquitaine. C'est-à-dire qu'on a été effectivement, par rapport aux besoins, en tout cas exprimés en Nouvelle-Aquitaine, on est parti des besoins exprimés en Nouvelle-Aquitaine pour co-construire ensemble les éléments qui sont aujourd'hui présentés dans le guide. Toutefois, bien évidemment, donc, dans les ressources qui ont servi aussi d'apport pour justement alimenter nos travaux, on s'est servi de ce qui se passe à l'extérieur pour justement permettre à ce que dans la navigation et dans l'usage, cela puisse être utilisé en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi ailleurs. C'est-à-dire que dans le commun, dans le socle commun de ce qu'a dit Alexia, il y a des choses qui seront valables aussi bien pour la Bretagne que pour l'Île-de-France, que pour les Hauts-de-France, que pour Bourgogne-Franche-Comté ou même la Corse, voire même les DOM-TOM. Donc, ce n'est pas des choses après qui sont spécifiques à la Nouvelle-Aquitaine. Il y a des éléments, en tout cas dans les conseils et par exemple tout ce qui a été dans les fiches pratiques, des choses qui sont presque du bon sens pour tous, mais qu'on a voulu nous mettre sur la table et en tout cas les accompagner dans justement ces outils pratico-pratiques qu'on a voulu initier. Sur le test d'autopositionnement, ce n'est pas propre à la Nouvelle-Aquitaine. Il peut être utilisé par tous et par tout le monde, et quelle que soit la région dans laquelle on est. Donc voilà, donc il y a à la fois des choses spécifiques, bien évidemment, peut-être sur les accompagnements par les ARS, où effectivement en Nouvelle-Aquitaine, il y a des accompagnements financiers pour du recrutement sur des usagers partenaires, notamment en cancérologie. Ça, c'est une évidence. Et puis, il y a des choses qui sont vraiment très génériques, qui peuvent être utilisées par tous, notamment dans le parcours justement d'engagement et les fiches pratiques, où il y a des choses qui peuvent être utilisées, quelle que soit la région dans laquelle on est. Alexia, je ne sais pas si ça, j'ai oublié des choses ou pas. Non, parfait, parfait. On va prendre les dernières questions de toute façon, puisque le temps file. En tout cas, merci, parce que voilà, merci de votre travail. Donc, il y avait Cathy, c'est ça, Brigitte, qui a priori a retrouvé le micro. C'est ça. Et puis, il nous reste Cathy et Yvette. Alors, merci de m'accueillir et bravo, félicitations pour ce travail très élaboré. Et donc, je voudrais poser des questions qui pourraient certainement éclairer les néophytes en particulier et puis les autres aussi, bien entendu. Est-ce que nous pourrions essayer de préciser l'âge moyen et l'âge butoir aussi, que nous pouvons envisager pour participer à des ETP, que ce soit dans le cadre du statut patient partenaire ou usager partenaire en santé. Et donc, est-ce qu'on peut aussi parler du temps moyen qui peut être estimé, puisqu'on a déjà pris appui sur des habitudes depuis quelques années, pour les engagements qui seraient attendus justement pour les différents niveaux d'engagement aussi que l'on peut imaginer, qu'on soit débutant ou expérimenté, qu'on souhaite aller vers le domaine de l'ETP ou le domaine de la formation et toutes les portes qui s'ouvrent devant toute, on va dire, potentielle candidature qui pourrait se présenter. Et est-ce qu'on peut aussi parler très concrètement dans le cadre des programmes déjà connus, on a cité un chiffre tout à l'heure, 430 si j'ai bonne mémoire, de programmes ETP qui seraient connus sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait des domaines de spécialité qui seraient sous-représentés dans le domaine des programmes ETP actuels? Et est-ce qu'on pourrait aussi préciser les notions de distinguo à
à faire sur les sous-représentations également territoriales, c'est-à-dire départementales, j'entends, de la Nouvelle-Aquitaine pour parler de possible, on va dire, développement de programmes ETP sur des zones qui sont assez mal couvertes, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, s'il vous plaît? Je vais aller très rapidement parce que on est court de temps pour tout te dire. Brigitte, tu nous connais bien, donc Oui. on reprendra contact. Je vais très vite sur l'âge des personnes. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite du tout, sauf que nous savons un certain nombre de choses. D'abord, les premiers à s'être intéressés à la question, en dehors de la psychiatrie, c'est plutôt des gens âgés, c'est des gens qui étaient et qui restent retraités, qui ont du temps disponible à donner aux autres. Et ça, c'est la source historique, c'est clair, on le sait comme ça. Et il y a un rajeunissement, parce qu'en réalité, il y a une demande émergente. Les usagers qui veulent faire du partenariat avec les professionnels, il y en a de plus en plus. Au démarrage, quand faut savoir qu'Etna a été créé en 2018, il y avait peut-être 30 personnes en Nouvelle-Aquitaine qui faisaient du partenariat au sens où on peut l'entendre en ETP. Et aujourd'hui, il y en a probablement 10 fois plus. J'ai 300 noms faciles, moi, à mettre à disposition de tout le monde dans cette affaire-là. Donc, c'est en train de croître. Et il y a une évidence, c'est que tu peux être un professionnel ou avoir été un professionnel, toujours situation active, et vouloir te reconvertir. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas, nous, plateforme, vocation à refuser. Il faut être très clair, tout le monde peut rentrer pourvu qu'il réponde aux critères de fond qui sont d'être concerné par la maladie, directement ou pas, ou sous handicap, directement ou pas. Voilà, j'arrête là, parce que Cathy Sorin, elle en sait quelque chose sur la question, elle. Sur cette question-là. Catherine Perrault. Ouais. Juste un instant, Michel, pour trouver des programmes d'ETP en Nouvelle-Aquitaine, vous allez sur le site etna.net, dans l'onglet cartographie, vous allez retrouver, grâce à un filtre de recherche, tous les programmes parmi les 430, et ça vous permettra de voir, en fonction des pathologies et du département où ils se trouvent, ça vous permettrait aussi potentiellement de contacter les coordinateurs de ces programmes pour pourquoi pas prendre attache auprès d'eux et voir si une collaboration est possible. Quant à la création de nouveaux programmes ETP, il faut faire partie d'une asso agréée du système de santé pour pouvoir porter un programme en tant qu'asso. Sinon, il faut s'associer à une structure, un établissement de soins ou à un cabinet libéral. Et dernière chose pour compléter, donc sur le temps dédié à l'éducation thérapeutique, justement, ça fait partie d'une des fiches dans l'auto-positionnement où justement on voit, et c'est pour ça que c'est intéressant de le faire au moment où on a envie de s'engager et quelques temps après, de pouvoir un peu aussi s'auto-évaluer par rapport à le niveau d'engagement que l'on veut donner et le temps qu'on souhaite dédier à cette mission aussi. Donc, ça fait partie justement d'une des fiches pratiques qui vous a été présentée dans les outils mis à disposition du mini-site. Merci beaucoup, Géraldine. De rien. Donc, Cathy et Yvette, et puis je crois qu'on va être obligé de nous arrêter là, si Alexia, tu en es d'accord. Bonjour à tous, donc moi c'est Cathy Sorin et justement je suis patiente partenaire. Et je voulais rebondir, alors du coup en décalage par rapport aux deux personnes qui souhaitent se reconvertir. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut avoir fait un peu son parcours de vie déjà par rapport à la maladie et pas se plonger dans le pragmatisme de il nous faut un nouveau travail. Parce que il peut y avoir des désillusions aussi, parce que c'est vrai que là, c'est présenté et c'est tout beau, hein, le partenariat, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc, on peut parfois prendre un peu des revers, même si tout le monde y travaille. Et deuxième point, il y a aussi, avant de participer, avant d'être
usagers partenaires, en faisant les formations, ça peut être intéressant d'y participer, soit en tant que patient, soit aussi en tant que, on va dire, co-animateur, mais sans forcément prendre la parole. Ça peut être juste à l'écoute aussi, parce que c'est pas du tout la même chose que quand on est usager dans un programme de TP et quand voilà, donc il y a aussi cet apprentissage à faire. Et même si je parle d'expérience parce que mon choix était la reconversion professionnelle, en fait. Et sachant que, comme ça a été énoncé, il n'y a rien, on est très sollicité pour beaucoup de choses, mais pas forcément beaucoup de choses de facturables. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles on veut faire de l'ETP. Voilà, je voulais juste amener cette petite précision. Merci. Merci, Cathy. Yvette? Elle a le micro qui est... Yvette, ton micro est coupé. Tu n'arrives pas à l'ouvrir, a priori. Je ne peux pas l'ouvrir. Ça y est, tu y es arrivé. Non, tu l'as refermé. Voilà, ça y est, ne touche plus à rien. C'est bon? Oui, alors, bonjour, moi je suis Yvette. Elle a encore touché. Yvette, ton micro est coupé. Parle avec. C'est bon. Non, il se ferme automatiquement. Ah, il se ferme. Alors, il se ferme. Et oui, il se ferme tout seul. Oui. Tu ne touches à rien. Parle. Mais je fais que ça. C'est curieux, c'est très curieux. Oui, je suis donc représentante des usagers dans un hôpital, l'hôpital de Guéret en Creuse. Moi, j'ai une première question. Ce guide, est-ce qu'il est diffusé systématiquement à l'ensemble des établissements hospitaliers ou pas? Non, on n'entend pas. Si, on t'entend, Yvette. On réfléchit à ta question pour pouvoir y répondre. Ensuite, moi, j'ai une patiente partenaire qui est venue très récemment en commission des usagers présenter sa fonction. C'était très intéressant. Et en fait, moi, je me pose la question, est-ce que ce serait intéressant pour moi, en tant que présidente de CDU, de présenter l'existence de ce guide à la prochaine commission des usagers, donner l'information. Et mon autre question, c'était en Creuse, qu'est-ce que j'ai comme lien, comme structure par rapport à ça? Parce que je sais que l'hôpital recherche des patients partenaires. Ils ont même lancé un appel en réunion des associations récemment. Alors, je commence et puis vous compléterez, je pense, Géraldine et Michel. Justement, le but du lancement, de cette visio de lancement, c'est bien de vous solliciter pour que vous puissiez faire connaître ce guide. Alors, on va évidemment le diffuser dans notre réseau, mais votre idée de le présenter en CDU est une excellente idée. Donc, on invite évidemment tous les RU présents à l'occasion de cette visio de pouvoir le faire. Donc, vous aurez tout le kit de communication associé au guide qui va vous être envoyé. Concernant le territoire de la Creuse, alors, moi, je vais parler côté ETP. Vous avez une UTEP en Creuse et sur le site d'Etna, dans la partie ressources, vous avez un encart annuaire et à l'intérieur, vous retrouverez l'annuaire des structures ressources en ETP classées par département. Et donc, vous retrouverez les coordonnées de l'UTEP de Creuse. Si on se positionne plus largement en termes de partenariat en santé, vous avez effectivement, très souvent, mais ça, vous le savez, Yvette, les espaces des usagers, les services qualité des établissements. Vous avez également au sein des ARS, en fonction des types de projets, des référents aussi qui peuvent vous aider potentiellement à vous orienter vers les bons établissements. C'est les services qualité qui recherchent. C'est les services qualité qui recherchent. Ils nous ont réunis pour rechercher justement. Voilà. Patients partenaires. Pour ça vous avez aussi les dispositifs d'animateurs de santé publique vers lesquels vous pouvez aussi vous tourner au sein des établissements, par exemple, pour avoir connaissance un petit peu du tissu associatif qui collabore avec tel ou tel établissement. Je laisse peut-être Michel et Géraldine compléter.
J'en ai pour 10 secondes, presque pour clore la réunion, parce que Yvette a posé la bonne question. En réalité, le relais, nous devons du côté France Asso, bien entendu, nous devons trouver le relais vers les associations et les représentants d'usagers. À un moment donné, on a pu considérer qu'un représentant d'usagers et un patient partenaire n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Et puis, comme tu le sais, eh ben, on a travaillé de façon à rapprocher les deux profils et on s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas si éloigné que ça. Faut être très clair, hein. Quand un représentant d'usager, son boulot, c'est de remettre pas défendre les droits, mais remettre les droits dans la bonne situation, ça veut dire que le patient partenaire, il fait à peu près la même chose, parce que finalement, l'éducation thérapeutique, c'est redonner de la liberté aux patients à tout niveau. Et de ce point de vue-là, le travail qui se fait en représentation des usagers et le travail qui se fait avec un patient partenaire en éducation thérapeutique, bon, ça n'est pas les mêmes circonstances, ça n'est pas les mêmes endroits, mais je peux te dire que sur le fond, ça aboutit à ce que les personnes qui font usage du système de santé, elles soient plus libres, plus autonomes. Et c'est ça l'objectif, quoi, hein. C'est qu'on est là tous pour aider les autres à avoir plus d'autonomie par rapport à ce qui leur arrive, quoi. Voilà. Moi, j'ai terminé de mon côté. On va se faire engueuler par la CRSA. Je crois qu'on est vraiment là. Patrick, on t'entend pas? Patrick? Ah, ça a coupé. Désolé. Ça a coupé au dernier moment, oui. Désolé. On va donc conclure. Je vous repartage une dernière fois le visuel du mini-site. Vous retrouverez nos coordonnées, d'une part dans les mails d'invitation que vous avez reçus, sur le mini-site. Donc, si vous avez des questions, des besoins d'informations spécifiques, n'hésitez pas à revenir aussi bien vers France Asso que vers Aetna. Vous trouverez donc, quand vous arrivez sur le mini-site, une petite fenêtre qui vous propose de laisser votre mail. Et ça nous est bien utile pour pouvoir, pourquoi pas, revenir vers vous dans un second temps afin de peut-être vous demander ce que vous avez pensé de cet outil, s'il y a des informations manquantes, s'il y a des choses à améliorer, puis tout simplement aussi pour nous dire ce que vous avez trouvé bien, puisqu'encore une fois, on veut que cet outil soit évolutif. Voilà pour ma part ce que je voulais vous dire. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je laisse peut-être à Géraldine le soin de compléter et clôturer. Alors, on les entend plus. Ah. Ça y est. Vous entendez? Oui. Bon, je crois que c'est la fin donc pour pouvoir clore la réunion, parce que je crois qu'il y a des problèmes de connexion. On a tout donné. Donc, guettez bien votre boîte mail. Vous recevrez le kit communication du guide dans quelques temps. Merci à tous. Merci et bon après-midi. Merci pour cette présentation. À bientôt par mail. Beaucoup. Merci et bon courage à vous tous. Merci pour votre travail. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.